Je vous propose de reprendre pour cette dernière session d'un colloque qui a été extrêmement riche. Alors, je suis très heureuse d'introduire cette session sur un thème qui, peut-être l'avez-vous remarqué si vous aviez regardé attentivement le programme, a démarré finalement les réflexions, puisqu'on avait évoqué la virologie hier, qui est revenue par la porte des neurotechnologies et de la robotique, et qui se voit consacrer la dernière session de ce colloque avant le propos conclusif. Et je pense que finalement, ce programme est un peu à l'image de la réflexion sur les enjeux éthiques, déontologiques, philosophiques, juridiques et de gouvernance des technologies émergentes, puisqu'il est aujourd'hui apparemment éclipsé cette problématique, elle est actuellement apparemment éclipsée, cette problématique des biotechnologies, derrière l'effervescence du questionnement et de la réflexion sur le numérique et l'intelligence artificielle. Or, les biotechnologies sont toujours de première importance, à la fois parce qu'elles nous ont offert une première occasion de penser les questions, mais aussi parce qu'elles continuent à se renouveler et à faire émerger des questions importantes quand on s'intéresse à la régulation et à la gouvernance ou au gouvernement, selon le positionnement qu'on adoptera, des technologies. En effet, ces biotechnologies ont largement ouvert le champ et posé un certain nombre de repères et de cadres de pensée, qu'on pense par exemple à Alzheimer et l'idée qu'une communauté scientifique et technique puisse lancer l'alerte, mais aussi à cette idée de moratoire qui, en matière de biotechnologie, comme en matière d'intelligence artificielle, ne sera en réalité qu'une très brève suspension de l'accélération. Qu'on pense aux enjeux collectifs par-delà les intérêts privés et à ce problème de consentement éclairé lorsque l'acte révèle des informations sur soi-même, mais aussi sur d'autres personnes, questionnement bien mis au jour par les problématiques de tests génétiques et qui est aujourd'hui au cœur des enjeux de protection des données personnelles et d'intelligence artificielle générative. Pensons encore à ce fameux principe de précaution qui vient d'être réévoqué, mais qui finalement n'est plus du tout mobilisé dans le contexte du numérique et de l'intelligence artificielle, alors même qu'il avait vocation à être un principe général, élaboré dans le contexte des problématiques environnementales, ensuite déployé dans le problématique des risques sanitaires, mais qui aujourd'hui, étonnamment, n'est plus guère mobilisé, alors même que nous savons que le numérique a un impact environnemental important et représente un certain nombre d'enjeux pour la santé mentale et la santé physique des personnes. Enfin, l'économie des promesses. Il en a été question énormément aujourd'hui et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir entendre aujourd'hui Pierre-Benoît Joly qui a assurément fait en sorte que cette expression d'économie des promesses soit particulièrement pertinente pour penser ce développement des sciences et des techniques. Mais si les biotechnologies ont été assurément une matrice de réflexion pour les technologies émergentes, elles continuent à se renouveler et à faire émerger de nouvelles questions, pensant par exemple aux organoïdes qui ont fait l'objet d'un cahier TESACO, du dernier cahier TESACO que je vous invite à consulter, mais aussi à un certain nombre d'enjeux autour de la virologie. Et c'est aussi pour cette raison que nous sommes très heureux d'accueillir Virginie Courtier-Orgogozo aujourd'hui. Alors Virginie Courtier-Orgogozo, vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre du comité d'éthique du CNRS. Vous dirigez une équipe de recherche au sein de l'Institut Jacques Monod qui s'intéresse aux mécanismes impliqués dans l'évolution en utilisant comme modèle d'étude les mouches drosophiles. Mais vous êtes aussi une chercheuse pleinement impliquée dans l'ouverture à la société et aux relations entre sciences et société. Vous êtes à l'origine de l'initiative Adios Corona, un site web tenu par un groupe international d'une vingtaine de chercheurs bénévoles pendant la pandémie de Covid, qui avait pour but de diffuser et d'expliquer le sens des bonnes pratiques collectives permettant de stopper la propagation du virus. Et vous avez écrit plusieurs articles sur les risques associés à la nouvelle biotechnologie de forçage génétique, tout en vous impliquant dans l'espace public sur la question de l'origine du coronavirus SARS-CoV-2. Donc vous allez nous parler aujourd'hui de ces questions pendant 30 minutes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette introduction et merci à Daniel aussi pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici. C'est très bien organisé. On apprend toujours énormément de choses. Et je pense que ces questions sont très importantes. On a besoin d'avoir un regard pluridisciplinaire, de confronter différentes opinions. Et TESACO a vraiment été un terreau fertile depuis le début. Et vraiment, je suis très heureuse d'avoir participé aux différentes réunions de TESACO depuis le début. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de différentes biotechnologies, donc des manipulations de virus, la technique de forçage génétique et aussi les vaccins autodisséminants. Et donc on va essayer de voir ce que ces recherches et biotechnologies soulèvent comme question. Mais avant de commencer, donc, je voudrais juste me présenter un tout petit peu plus. Donc, comme il a été présenté, donc, dans mon équipe de recherche, on travaille sur les mouches drosophiles. Et notre but est de comprendre les mécanismes impliqués dans l'évolution des espèces. Et en parallèle de ce travail de recherche et aussi d'enseignement, je m'intéresse beaucoup aux questions qui lient sciences et société, plus spécialement biotechnologie et société, avec ce site web à destination du grand public, la question de l'origine du coronavirus, différentes biotechnologies. Et depuis 2 ans environ, je suis membre du comité d'éthique du CNRS. Et en ce moment, on réfléchit justement à cette question des recherches raisonnables ou déraisonnables. Et on a auditionné plusieurs personnes. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu la synthèse de ce que moi-même j'ai reçu de toute cette réflexion, mais ça ne reflète pas forcément l'avis du comité d'éthique du CNRS, mais d'ici la fin de cette année ou l'année prochaine, on aura un avis sur ce genre de recherche en général. Alors, de quoi on parle ici? Alors, pour les expériences de gain de fonction, donc Étienne nous en a déjà parlé hier, donc ça va être des manipulations de virus qu'on va faire au laboratoire. Et ces manipulations peuvent donner ce qu'on appelle des gains de fonction, dans le sens où le virus va devenir plus pathogène ou alors plus transmissible, ou changer ses modes de transmission, qui va faire que certains virus vont avoir un potentiel pandémique augmenté du fait de ces manipulations. On peut aussi avoir des expériences qui visent à développer des vaccins autodisséminants. Donc les premières recherches dans ce but étaient en Australie, par exemple, avec les lapins pour lutter contre la myxomatose, où on prévoyait de faire des virus atténués qui vont jouer le rôle de vaccin et qui vont ensuite se propager dans les populations naturelles. Donc ici, on a 2 buts escomptés qui sont mis en avant. Le premier, ça va être d'éliminer des virus qui entrent régulièrement dans les populations humaines. Par exemple, on peut penser au virus de la rage. Et ça peut aussi être pour vacciner des populations contre des virus qui ne sont jamais encore entrés dans les populations humaines, mais en prévision, par exemple, si on peut imaginer d'autres coronavirus, d'autres familles qui un jour pourraient causer une pandémie. Donc, de vacciner dès à présent les populations naturelles de chauves-souris. Une autre technique dont on va parler, c'est le forçage génétique, dont je vais en parler un peu plus après, où là, le but, ça va être de relâcher dans la nature des moustiques qui ont été modifiés génétiquement. Ces moustiques vont se croiser avec les moustiques des populations naturelles, et cela va permettre de transmettre des gènes particuliers à toute la population. Donc, je vais en reparler après. Donc ces différentes biotechnologies, pour moi, elles rejoignent aussi la technologie de géo-ingénierie, où on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour manipuler le climat et avoir des impacts à grande échelle. Donc pour moi, ces biotechnologies-là, ce sont aussi des technologies qui potentiellement peuvent altérer certaines conditions dans des écosystèmes, dans des régions géographiques très larges, et qui peuvent aussi avoir des impacts importants sur des populations humaines relativement importantes. Donc une définition que je donnerais, donc ce sont des applications technologiques qui sont susceptibles de nuire à une grande partie de l'humanité et ou de la planète, donc qui peuvent avoir un impact potentiel extrême. Donc cela rejoint un petit peu l'idée de recherche dual use en anglais, donc, dont on a parlé un petit peu aujourd'hui. Donc la définition d'une recherche duale, c'est une recherche qui peut avoir des applications à la fois civiles et militaires. Donc les recherches, même si elles peuvent avoir des buts légitimes, peuvent potentiellement être détournées vers des buts illégitimes. Donc dans le cas de ces recherches duales, on a des risques qui sont de 2 types. Le risque qui est lié à des accidents ou incidents lors des recherches, et aussi un risque lié à un détournement à des fins malveillantes. Donc on va distinguer 2 termes, sécurité et sûreté. Donc la sécurité, ce sont l'ensemble des mesures et pratiques qui visent à protéger des risques à caractère accidentel, alors que la sûreté
correspond à l'ensemble des mesures et pratiques qui visent à protéger des risques associés à des actes malveillants. Donc les biotechnologies dont je vous ai parlé rentrent effectivement dans ce cadre des recherches duales. Et on peut penser à l'exemple du nucléaire qui est vraiment l'exemple typique de recherche duale, avec en 1945 la bombe atomique qui a montré pour la première fois à l'humanité, si je puis dire, que les recherches scientifiques peuvent déclencher des catastrophes à grande échelle. Donc suite à 1945, on a eu développement des essais nucléaires dans différents pays, avec par exemple en France, vous voyez ici des essais dans le Sahara algérien en 1960. Et suite au développement de cette technologie, différents traités ont été mis en place pour limiter la prolifération nucléaire. Avec un premier traité qui était le traité de l'Antarctique en 1959 pour empêcher les essais nucléaires en Antarctique. Et aujourd'hui, on a ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui est signé par de nombreux pays, mais pas par les puissances nucléaires. Donc aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie atomique a pour but de réguler et de faire que dans le monde entier, les connaissances sur le nucléaire sont utilisées dans des buts pacifistes et de limiter les risques associés au développement du nucléaire. Vous connaissez peut-être aussi cette horloge qui est présentée par le bulletin des scientifiques atomiques. Et aujourd'hui, elle est à 90 secondes avant minuit. Et donc là, c'est une horloge qui montre le temps avant l'apocalypse. Et cette horloge, elle est décidée par un ensemble de scientifiques. Au départ, on avait Einstein qui s'occupait de décider quand était ce temps. Et donc ça, c'est une sorte de mesure du temps qu'on a proche de l'apocalypse. Donc plus nos technologies se développent, plus ce risque peut augmenter. Et ça va dépendre aussi des régulations qui sont mises en place pour essayer de limiter ces risques. Donc cette horloge, elle a été mise en place au début suite au risque atomique, mais aujourd'hui, elle prend en compte aussi les biotechnologies. Donc ces biotechnologies, elles ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'elles ne reconnaissent pas les frontières entre pays, et Étienne de Crolly en avait parlé aussi hier. Il peut être difficile de revenir en arrière. Par exemple, si on imagine un accident avec des virus ou des bactéries, il y a possibilité de faire des vaccins, mais on ne peut pas empêcher au départ ces virus et ces bactéries de se répandre dans les populations. Un autre point important à ces biotechnologies, c'est qu'il va être difficile d'extrapoler le résultat d'expériences. Les expériences sont faites à petite échelle dans les laboratoires ou dans des cages ou dans des espaces de petite taille. Et donc ça va être difficile de savoir ce qui va se passer dans un système plus large. Les impacts peuvent être sur des personnes qui n'ont pas donné leurs accords. On peut avoir, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc, soit des accidents ou soit des utilisations malveillantes de ces biotechnologies. Et en général, le développement de ces biotechnologies va se faire dans des lieux qui sont sécurisés et contrôlés avec un accès qui est sous autorisation. On peut aussi se poser la question de la notion de open science, de science ouverte. Et en fait, aujourd'hui, on a une réflexion très importante qui a été faite sur ce sujet-là. En fait, le sujet de la science ouverte, c'est être aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire. Et donc là, c'est un graphique qui est issu d'une fiche qui a été établie par l'INRAE. Donc les recherches vont être ouvertes avec une condition d'un accès libre et gratuit des données par tous, voilà, quand ces conditions sont réunies. On a des recherches qui sont intermédiaires avec un contrat qui va limiter l'accès des données à certains acteurs et dans le cas où la nature des données implique de se mettre en conformité avec une réglementation spécifique. Donc on va avoir ici un accès limité à certaines personnes et on peut avoir aussi dans certains cas des facteurs bloquants qui sont soit issus de clauses d'un partenariat ou liées à la nature des données ou à des questions de sécurité qui interdisent un accès libre aux données. Donc finalement, cette notion de science ouverte est relativement bien approchée pour ce genre de questions. Donc ce qu'on peut se demander, c'est quelles sont les différences entre les biotechnologies et le nucléaire. Donc si le 19e siècle a été le siècle de la biologie et le 20e siècle le siècle de la physique,
On peut dire qu'aujourd'hui, on est dans le siècle de la biologie. Donc, je suis biaisée, je suis biologiste. Donc, peut-être que pour vous, c'est plutôt l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Mais donc, pour moi, c'est plutôt quand même la biologie. Avec, en 2000, le génome humain qui a été totalement séquencé. Ensuite, les cellules souches pluripotentes induites qui peuvent donner différents types cellulaires qui ont été mises au point en 2006. En 2012, la première publication sur les ciseaux moléculaires CRISPR. En 2020, les premiers vaccins à ARN. Et voilà, la liste va sûrement continuer. En parallèle de ces développements et de ces applications, on a des technologies qui permettent de manipuler l'ADN de manière de plus en plus facile, de plus en plus efficace et de moins en moins coûteuse. Donc on peut aujourd'hui synthétiser des génomes assez gros en laboratoire. Donc le premier génome naturel synthétisé a été en 2002, c'était le virus de la polio qui faisait 7500 nucléotides de long. Ensuite, on a eu le virus de la grippe espagnole, le virus du SARS qui fait 30 000 nucléotides en 2008. Et ensuite, aussi en 2008, une bactérie avec 1000 millions de paires de bases qui a été reconstituée de façon synthétique. Donc là, l'ADN a été reconstitué de façon synthétique, il a été intégré à une bactérie vivante et il a permis de produire de nouvelles bactéries. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est de créer un nouveau virus à partir de sa séquence en quelques semaines. Donc Étienne de Crollier en a parlé hier et je vais juste rappeler le principe. Donc, ce qui a été fait ici, c'est de récupérer la séquence du coronavirus SARS-CoV-2 qui avait été publiée et qui était disponible dans les bases de données par une équipe en Suisse qui n'avait pas accès au virus. Et en un mois, ils ont pu fabriquer ce virus alors qu'ils n'avaient pas d'échantillon, seulement à partir de cette séquence disponible dans les bases de données. Donc comment ils ont fait? Donc ils ont pris la séquence, ils l'ont coupée en différents fragments chevauchants que vous voyez ici, en 9 fragments il me semble. Voilà, 9 fragments. Ils ont envoyé les séquences à une compagnie qui leur a synthétisé ces différents fragments chevauchants qui correspondent à l'intégralité du génome de SARS-CoV-2. Ces différents fragments ont ensuite été insérés à l'intérieur de la levure. Et la levure a un système de recombinaison homologue qui va fabriquer un long fragment en se basant sur les régions chevauchantes. Et ensuite, ce long fragment a été amplifié dans des bactéries pour obtenir une quantité importante d'ADN. Cet ADN a été transcrit en ARN. Et ensuite, l'ARN a été transfecté dans des cellules, ce qui a permis de produire le virus par les cellules. Et ensuite, en extrayant le milieu de culture cellulaire, on obtient le virus SARS-CoV-2. Et ça peut se faire aujourd'hui en un mois. Donc vous voyez que c'est assez rapide en ayant seulement la séquence du virus. Donc personnellement, dans notre laboratoire, on utilise souvent GenScript. Donc on peut commander des séquences d'ADN. Donc si ça fait moins de 5000 nucléotides, en 5 jours, on peut obtenir un tube avec cet ADN. Ça peut mettre un peu plus de temps si on demande des séquences plus longues. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer à quel point on peut aujourd'hui manipuler l'ADN relativement facilement et avec les ciseaux moléculaires, avec la recombinaison homologue, on peut fabriquer des fragments plus importants et plus grands. Donc en parallèle du développement de la technique CRISPR, a été proposée une nouvelle technique qui est appelée forçage génétique en français et gene drive en anglais. Donc pour moi, ce sont des OGM 3.0. Donc OGM 1.0, c'était les premiers OGM où on intégrait un gène exogène dans une espèce. Les 2.0, ce sont les OGM avec CRISPR où on va cibler les mutations et modifier l'ADN à un endroit bien précis. Et ici, on a vraiment un OGM d'une génération encore supérieure parce que là, on va fabriquer un fragment d'ADN qui est capable de se répliquer et de se multiplier et du coup de se répandre dans les populations naturelles. Donc c'est pour moi un niveau au-dessus. Donc c'est une technique qui est en cours de développement dans les laboratoires. La première publication date de 2015 et aujourd'hui on en est aux étapes d'essai au laboratoire ou dans des grandes cages, mais la technique n'est pas encore totalement au point pour être utilisée dans la nature. Donc le but ici, ça va être de modifier génétiquement des espèces sauvages. Donc si on pense à la reproduction normale, on a un individu ici qui possède un chromosome rose. Donc s'il se croise avec un autre, il va donner différents descendants. Et nous, donc, quand on produit des gamètes, on a l'un de nos 2 chromosomes qui va aller dans le gamète. Donc on a une chance sur 2 que ce chromosome rose passe à la génération suivante. Donc ça, c'est le cas normal de la reproduction normale. Dans le cas d'une reproduction avec un forçage génétique, en fait, la séquence d'ADN rose
a tout ce qu'il faut pour se recopier sur l'autre chromosome, ce qui fait que tous les gamètes produits par cet individu vont posséder cette séquence rose. Du coup, tous les descendants du moustique rose vont être roses. Et du coup, en quelques générations, on va avoir toute la population qui va posséder ce fragment d'ADN. Donc, quel est le but du forçage génétique? Donc, il y a deux applications possibles. L'une, ça va être la modification. Donc, on introduit quelques moustiques modifiés. Et au bout d'un certain temps, toute la population va posséder cet ADN particulier. L'autre technique, c'est la technique d'élimination. Donc là, en fait, on va introduire des moustiques, par exemple des mâles, qui possèdent une séquence d'ADN qui va rendre les femelles stériles. Donc cette séquence d'ADN va se répandre via les mâles. Et à un moment donné, tous les mâles vont avoir cette séquence d'ADN. Et à la génération d'après, du coup, toutes les femelles vont l'avoir. Elles vont toutes être stériles. Et donc, on va avoir une élimination de la population. Donc, en ce moment, il y a des équipes de recherche qui travaillent sur chacune de ces approches pour les moustiques. Et ici, le but premier, c'est d'empêcher, de lutter contre le paludisme. Donc, dans le premier cas, ça va être de rendre les moustiques résistants aux parasites qui transmettent le paludisme. Et dans l'autre cas, d'éliminer les moustiques vecteurs du paludisme. Donc, en parallèle du développement de ces biotechnologies de forçage génétique, les chercheurs eux-mêmes ont établi des règles dans les laboratoires pour l'utilisation des individus qui possèdent le forçage génétique. Donc, au lieu d'utiliser seulement les méthodes de confinement associées à des OGM classiques, à des moustiques OGM classiques, ils ont eux-mêmes rajouté des règles pour l'utilisation de ces moustiques de forçage génétique, parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte que si ces moustiques sortaient hors du laboratoire, il y avait un risque plus important qu'avec des OGM classiques. Et aujourd'hui, donc, on a deux applications potentielles avancées. Donc, la première que je vous ai présentée sur les moustiques anophèles qui sont vecteurs du paludisme, avec Target Malaria, le projet financé par la fondation Bill Gates, qui vise à éliminer les moustiques. En parallèle, on a aussi d'autres laboratoires qui travaillent sur une espèce nuisible, invasive de drosophile, qui s'appelle Drosophila suzuki, qui a envahi l'Europe et les États-Unis en même temps en 2008. Et aujourd'hui, elle cause de nombreux dégâts en agriculture, parce qu'en fait, elle pond ses œufs dans les fruits juste avant qu'ils soient mûrs. Et du coup, ça accélère la pourriture des fruits. Donc, vous voyez sur le raisin, mais sur les framboises, les fraises, les cerises. Donc, ça cause de gros soucis. Et donc là, le but, c'est d'éradiquer l'espèce pour revenir à un état avant où cette espèce n'était pas présente en Europe ou aux États-Unis. Donc il y a aussi des discussions sur les effets que ça peut avoir sur les écosystèmes. Quel est le rôle des moustiques? Si on élimine les moustiques dans des écosystèmes, quel va être l'impact de cette élimination? Je dois vous dire qu'en fait, c'est pas très clair. Donc au tout début des discussions sur le gene drive et le forçage génétique, tout le monde disait que non, il y avait pas, c'était très peu, il n'y avait pas d'effet. Maintenant, et voilà. Les larves de moustiques, elles servent de nourriture à énormément d'espèces différentes. Les adultes, à quelques espèces aussi. Donc les adultes, selon les espèces, vont se nourrir de sang ou de nectar de fleurs. Donc il y a des discussions et ce n'est pas très clair. Est-ce que vraiment il y aurait un effet sur les écosystèmes? On a aussi des pressions de la part de certaines personnes en biologie de la conservation d'utiliser le forçage génétique pour lutter contre des espèces invasives. Donc, par exemple, en Nouvelle-Zélande, pour sauver le kiwi, certaines personnes envisagent d'utiliser le forçage génétique contre les rats ou les souris. Alors, comment arrêter un forçage génétique? Donc, dans le cas de pesticides ou insecticides, on peut arrêter le traitement. Là, ici, même si on arrête l'épandage d'individus, ça va continuer à se répandre dans les populations. Donc, ce qui a été proposé, c'est d'utiliser un autre forçage génétique. Donc, ça va être un break, qui lui-même est capable de se recopier à l'intérieur de l'ADN rose et d'inhiber cet ADN rose. Et voilà, donc on peut imaginer arrêter comme ça un forçage génétique. En faisant de la modélisation, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça, et ça va dépendre du moment auquel on relâche le break. Et donc, ce n'est pas toujours clair que ça va permettre d'empêcher la propagation d'un forçage génétique. Donc, quelles sont les différences avec le nucléaire? Donc, pour moi, peut-être le point le plus important, c'est qu'il y a une plus grande facilité d'accès à la technologie.
Donc il faut avoir la capacité de manipuler l'ADN, de reconstituer de l'ADN au laboratoire, et ensuite de fabriquer des individus transgéniques, dans le cas du forçage génétique, ou dans le cas des virus, de fabriquer des virus à partir de cet ADN. Donc il y a de plus en plus de biotechnologies qui peuvent avoir des impacts potentiels forts. Et aujourd'hui, on a surtout des mesures de sécurité qui sont élaborées par les chercheurs eux-mêmes. On a peu de régulation. Et un point important aussi, c'est qu'en biologie, peut-être du fait de l'histoire de la biologie, on a une culture du risque qui est moins présente qu'en physique ou dans le nucléaire. Un autre souci aussi, c'est qu'il va être difficile d'extrapoler le résultat d'expériences à petite échelle. De nombreuses personnes qui ont développé ces biotechnologies sont des biologistes moléculaires. Ils ont l'habitude de l'échelle moléculaire, mais ils sont moins familiers des écosystèmes, du fonctionnement des écosystèmes et de la manipulation de systèmes complexes. Et là, on a vraiment une nécessité de sortir de la culture de l'ingénieur, capable de gérer l'ensemble du système et d'incorporer d'autres facteurs. Et un autre point important, c'est qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, publish or perish, la recherche sur projet et la concurrence exacerbée, on va avoir des chercheurs qui vont avoir tendance à prendre plus de risques. Donc ces recherches sur le gene drive ou sur les virus à fort potentiel pandémique, ils sont souvent publiés dans Nature Science. Donc c'est vraiment un moyen aussi de publier des recherches à fort impact. Et donc certains chercheurs vont peut-être avoir plus tendance à se lancer dans ce genre de recherche. On a aussi le cas de la crise de la biodiversité, où on peut imaginer, ou la crise climatique, qui peut aussi augmenter cette incitation à se lancer dans ce genre de technologie. Donc les manipulations génétiques, on peut voir leurs effets à l'échelle des molécules, des organismes ou des écosystèmes. À l'échelle des molécules, la probabilité d'obtenir l'effet escompté est très grande, mais à l'échelle des écosystèmes, elle est bien plus faible. Du coup, les risques non anticipés sont plus importants, et ici, on a des temporalités différentes. Donc c'est pour ça que c'est important sur ces questions de ne pas impliquer seulement les personnes qui sont spécialistes des mécanismes moléculaires, mais aussi des personnes qui connaissent un peu plus le fonctionnement des écosystèmes. Donc il y a énormément de débats sur tout ce qui est gain de fonction et tout ce qui est forçage génétique, moins sur les vaccins autodisséminants, mais en tout cas sur ces deux biotechnologies. Et en fait, actuellement, il y a plus d'articles scientifiques de discussion que d'articles de réalisation et de mise au point de la technique ou d'amélioration de la technique. Il y a aussi beaucoup de débats sur les mots utilisés et les définitions à utiliser. Donc le cas du forçage génétique est vraiment intéressant parce que nous, on a en français un mot particulier, forçage génétique, qui est associé vraiment à cette technique développée par les humains. Alors qu'en anglais, c'est le mot gene drive. Et gene drive, ça veut aussi dire, ça caractérise aussi des processus naturels avec des éléments génétiques qui sont capables de se propager naturellement. Donc les anglophones vont dire que c'est un processus naturel qui a été imité par les humains, alors qu'en France, avec le nom, on voit tout de suite que c'est autre chose. Donc on n'est pas dans le même contexte en fait. Ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de débats dans la communauté scientifique sur est-ce qu'il faut ou pas développer ces techniques. Et il y a beaucoup de débats aussi sur le côté technique, mais du coup, est-ce que ça limite le range un peu des questions qu'on peut se poser. Donc dans le cas du forçage génétique, donc c'est une biotechnologie sur laquelle je me suis intéressée plus particulièrement. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Donc potentiellement, c'est une nouvelle technique qui va permettre d'éradiquer des maladies et des nuisibles que jusqu'ici on n'a pas réussi à éradiquer avec les techniques actuelles. C'est potentiellement moins cher que d'autres méthodes. Il suffit de relâcher quelques individus, potentiellement plus rapide et potentiellement plus efficace. En fait, il y a encore quand même quelques problèmes techniques à régler, d'accord ? Donc c'est pas aussi efficace qu'attendu. Il y a des phénomènes de résistance avec des mutations au site de coupure. Il y a aussi des espèces cryptiques qui ne vont pas se croiser avec les individus qu'on va avoir relâchés dans la nature. Donc moi, personnellement, ce qui m'a posé souvent des problèmes, c'est ce système incontrôlable qu'on relâche dans la nature. Ce fragment d'ADN, il peut muter, il peut évoluer vers d'autres choses et ça va être difficile de le diriger vers des voies qu'on souhaite. On peut avoir des impacts sur d'autres espèces et sur des écosystèmes qui sont difficiles à quantifier.
Et après, il y a certaines personnes aussi qui se demandent est-ce qu'on a le droit, en tant qu'humain, d'éliminer certaines espèces sauvages. Donc les personnes qui vivent dans une région avec le paludisme vont avoir plus d'incitation à le faire. Je vois aussi dans la communauté que les chercheurs qui développent cette biotechnologie, finalement, à force de travailler dessus, ils vont avoir de plus en plus envie qu'elle serve et que leurs travaux servent à quelque chose. Donc on a chacun des biais différents. Et c'est pour ça que ce qui me semble important, c'est d'avoir vraiment des débats sur ces technologies et savoir si on va ou pas les utiliser. Donc là, c'est peut-être un petit peu hors du champ ici, mais l'ensemble des religions disent que les humains ne doivent pas détruire la création de Dieu. Donc, par exemple, différents écrits bouddhistes indiquent que le sage doit traverser un village comme une abeille, sans nuire à la fleur, à sa couleur, à son parfum, prend son nectar et s'envole. Et dans le Coran, il y a énormément de versets qui expliquent que les humains ne doivent pas dégrader les écosystèmes et la biodiversité. Donc vous ne ferez jamais éclater la terre et vous ne rivaliserez jamais avec la taille des montagnes. Et le pape François, dans son encyclique Laudato Si, a expliqué que s'il est vrai que nous, chrétiens, avons parfois mal interprété les Écritures, nous devons aujourd'hui rejeter avec force l'idée que notre création à l'image de Dieu et notre domination sur la terre justifie une domination absolue sur les autres créatures. Aucune créature n'est superflue. Donc on a cette idée de limiter un petit peu les effets qu'on peut avoir sur la biodiversité. Donc, lors d'une convention sur la diversité biologique, il y a eu une décision adoptée par 195 pays, et pas par les États-Unis qui ne font pas partie de cette convention, qui note que, étant donné les incertitudes sur le forçage génétique, il va falloir demander l'accord informé, préalable et libre et éclairé des populations indigènes et des communautés locales qui seraient impliquées. Voilà. Donc là, la phrase est suffisamment floue pour que tout le monde se soit mis d'accord sur cette phrase. Mais finalement, la question, c'est quelles sont ces communautés locales, quels sont ces peuples indigènes concernés. En France, le comité français pour l'IUCN s'est opposé à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés par forçage génétique, pour des applications dans le domaine de la protection de la nature, mais ça ne concerne que la branche française. Donc on peut se demander, faut-il arrêter certaines recherches en biologie ? Donc là, ici, j'ai répertorié quelques exemples de recherches qui ont posé ou posent problème à certains dans la société. Vous pouvez les regarder. Et en fait, en parallèle de ces différentes recherches, on peut souvent trouver des principes éthiques qui permettent de limiter ces recherches. Et dans le cas du forçage génétique ou du gain de fonction ou des vaccins autodisséminants, mis à part le principe de précaution, je ne sais pas très bien si on a d'autres principes que celui-ci. Voilà. Donc pour finir, en fait, je voudrais dire que peut-être qu'un point sur lequel on peut travailler, c'est vraiment sur la production de ces séquences d'ADN. Donc il y a un institut qui s'est créé en février de cette année, l'IBIS, qui vise à développer un système pour empêcher les compagnies de vendre des séquences d'ADN qui permettraient de reconstituer des virus ou des bactéries à fort potentiel pathogène et potentiel pandémique pour les humains. Il y a aussi SecureDNA qui a été développé aussi dans le même but. Et là, il y a cet article qui a été publié il y a quelques jours dans Le Monde qui explique qu'un laboratoire du MIT a montré qu'il est possible de construire des agents pathogènes pandémiques, donc ici le virus de la grippe espagnole et une toxine, en commandant en ligne des fragments d'ADN ou d'ARN à des sociétés ayant pignon sur rue. Donc il y a des limitations, mais elles ne sont pas encore parfaites. Et Étienne disait hier qu'on est très proche aussi d'avoir des machines qui permettent de synthétiser au laboratoire les fragments d'ADN qu'on veut. Donc si on en arrive là, ça va être très difficile de limiter ces risques. Donc ce qu'il propose, Étienne, c'est aussi de mettre en place des boîtes noires biologiques qui permettent le suivi des activités des laboratoires P3 et P4. Par exemple, des filtres à air qu'on archive et après on peut les séquencer pour voir quels étaient les virus manipulés dans ces laboratoires. George Church, lui, propose de collecter et de stocker dans des répertoires toutes les séquences qui ont été demandées à des compagnies pour fabriquer des nouvelles séquences d'ADN et qu'en cas de problème, on puisse retourner dans ces bases de données et essayer de voir s'il y a eu des accidents qui sont liés à ces séquences.
Donc ça, je vais passer un petit peu. Donc personnellement, je pense que pour avancer, ce serait important de créer une instance internationale voilà, qui régule ces expériences. Pour l'instant, on n'en a pas. Et des moratoires qu'on pourrait avoir à l'échelle de certains pays ou peut-être à l'échelle de l'Europe, pour moi, ne suffisent pas. Parce que si certains chercheurs ne peuvent pas faire les recherches dans un pays, ils vont pouvoir les faire en collaboration avec d'autres chercheurs. Donc pour moi, il faut vraiment une instance internationale. Et ce qui est important, c'est vraiment d'impliquer le grand public et la société dans son ensemble. Et donc là, j'ai remis un tweet qui m'a semblé intéressant, qui date de ce mois-ci. Donc pour la plupart des recherches en laboratoire, les petits pourcentages ou les incertitudes affectent seulement le chercheur. Donc là, c'est vraiment l'accident de laboratoire, mais qui ne va pas aller très loin. Mais pour des pathogènes à potentiel pandémique, le public est une victime potentielle et le public se doit de recevoir une transparence et une régulation de la part des chercheurs. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui est important et qui encore manque aujourd'hui. Donc en conclusion, aujourd'hui, on a de plus en plus de biotechnologies qui vont être susceptibles de nuire à une grande partie de l'humanité ou de la planète. Il y a de plus en plus de possibilités. Et donc, voici différentes pistes. Donc, créer une instance internationale qui régule ces expériences, homogénéiser les définitions et les réglementations entre les pays, mieux réguler la synthèse d'ADN, instaurer des boîtes noires biologiques, sensibiliser les biologistes à la culture du risque et mieux impliquer le grand public et la société. Et merci pour votre attention. Bien, étant donné le temps qui passe, je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation suivante et que nous ouvrions la discussion après, parce que je pense que de toute façon, ce seront deux exposés très complémentaires. Donc, Pierre-Benoît Joly est spécialiste d'études en sciences sociales dans le domaine particulièrement des sciences et des techniques. Il est directeur de recherche à l'INRAE. Après avoir été directeur de l'IFRIS et du LABEX CITES, il a fondé le LISIS et il est membre de l'Académie d'agriculture de France et de l'Académie des technologies de France également. Il a enseigné dans différents établissements, le HESS, Sciences Po, et il est aujourd'hui président du centre Occitanie-Toulouse de l'INRAE. Ses travaux analysent les transformations contemporaines de la sphère publique scientifique, les nouveaux modes de gouvernance de l'innovation et du risque et la coproduction des savoirs. On lui doit des travaux qui ont marqué les sciences sociales, notamment en ce qui concerne l'économie des promesses technoscientifiques ou les transformations des processus et des politiques d'innovation. Merci beaucoup Pierre-Benoît Joly pour 30 minutes. Merci beaucoup Sonia pour cette introduction. Merci beaucoup à Daniel Handler de cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous et merci à Serena pour avoir pris en charge tout ce qui permet à ce colloque d'avoir lieu. Mon propos sera un peu différent de ce qu'on a entendu et je pense que ce sera vraiment très complémentaire. On a parlé surtout de la façon dont on peut gouverner les technologies émergentes afin d'éviter qu'elles nuisent. Je pense que la responsabilité vis-à-vis des sciences et des techniques, c'est aussi qu'elles soient au rendez-vous des grands enjeux. Alors, c'est pas original, on pourrait dire que c'est un peu tarte à la crème depuis les années 2000-2010. Donc, la recherche et l'innovation sont la réponse aux grands défis de l'humanité, donc le changement climatique, etc., etc. On peut effectivement avoir une attitude un peu critique, à juste titre, vis-à-vis de cela. On peut aussi essayer de prendre cela au sérieux parce que, effectivement, les enjeux auxquels nous faisons face sont des enjeux qui sont massifs et urgents. Et donc, du coup, je vais plutôt traiter cette question. Et donc, il y a donc un petit pas de côté par rapport à, je pense, à des choses qui ont été discutées ici. Et le second pas de côté, en fait, concerne le fait que, pour moi, quelque chose qu'on ne regarde pas assez, en fait, c'est l'économie politique de la recherche et de l'innovation, c'est-à-dire, très simplement, la façon dont le jeu des intérêts, le jeu des rapports de pouvoir détermine la façon dont les sciences et les techniques se réalisent pour de bon, si je puis dire. Voilà, donc c'est les deux axes que je vais développer dans cette
dans cette présentation. Donc, je vais mettre... Donc, il y a Anthropocène dans mon titre. Alors, on sait que l'Anthropocène est encore un concept qui est controversé. Pour les géologues, on n'est pas dans... L'Anthropocène n'existe pas aujourd'hui, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Et ce que disait Virginie sur il est minuit moins quelque chose, on peut le dire de différentes façons. Il y a effectivement la question des technologies, mais il y a aussi la question effectivement du fonctionnement de notre planète. Et je pense que Paul Crutzen, effectivement, le prix Nobel de chimie, qui est celui qui est le premier à proposer ce terme anthropocène, a fait beaucoup de choses pour, je pense, pour changer un peu, contribuer à changer notre façon de penser. Paul Crutzen a aussi proposé, c'est un de ceux qui propose la géo-ingénierie, hein, en disant, en fait, en injectant des aérosols dans l'atmosphère, on va créer un effet d'ombrage qui diminuera l'effet de serre et donc qui permettra de refroidir la planète. Donc, c'est quelqu'un qui est intéressant en bien des égards. Donc, l'Anthropocène, c'est un changement de régime de la planète lié aux activités humaines et le fait que la plupart, en fait, des indicateurs ont une forme exponentielle. Donc, on sait que la forme exponentielle conduit à une asymptote verticale et donc à un blocage, à une impossibilité, effectivement, qui est vraiment d'ordre physique, sachant que ces choses-là sont liées à l'augmentation de la population, mais pas que, évidemment, c'est lié aussi au mode de vie. Et donc, on a toute une série de travaux aujourd'hui autour des sciences de la durabilité. Il me semble que c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est caractéristique de l'évolution de la production scientifique, notamment le concept de planetary boundaries, donc qui a été proposé par Rockström et ses collègues du Stockholm Resilience Center. Et donc, le constat qui est fait, c'est que avec le temps qui passe, effectivement, on franchit de plus en plus des barrières. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est très important au niveau international. On sait l'importance de la conférence de Paris. On a suivi avec attention la COP28 aux Émirats, et on voit que la gouvernance des conséquences, en fait, de l'utilisation des ressources par les humains est quelque chose qui est extrêmement complexe, pour ne pas le dire autrement. Bien. Donc, du coup, évidemment, on pourrait faire un colloque, mais ce serait un colloque de plus sur ces questions. Je pense qu'on est tous convaincus, effectivement, de la situation qu'on est, et il me semble que ça conduit, effectivement, à réfléchir les sciences et les techniques en prenant en compte vraiment ces questions. Alors, je vais développer 2 points. Tout d'abord, je vais prendre au sérieux, effectivement, cette question de la gouvernance, de la façon dont la recherche et l'innovation peuvent répondre aux grands enjeux. Et donc, je vais montrer que, en fait, il faut vraiment se donner les moyens d'introduire dans la réalisation, l'orientation, la programmation et la réalisation des recherches, des outils, des façons de faire qui permettent d'avoir une directionnalité et de faire de sorte que les recherches produisent les transformations qui sont nécessaires. Et puis ensuite, je ferai le lien avec la question de l'économie politique de l'innovation. Bien, donc je passe très vite sur les grands défis, mais juste pour signaler que c'est pas parce qu'en fait, il y a toute une discussion dans nos communautés sur la question des missions. Donc, on sait que la question des missions n'est pas nouvelle.
le projet Manhattan, c'était une mission, c'était voilà, il faut produire la bombe atomique, donnons-nous les moyens. La mission Apollo, c'était une mission, donc il faut aller sur la Lune, donc on définit un objectif et on essaie de réaliser effectivement les activités scientifiques et surtout techniques dans ces cas-là qui permettent d'atteindre cet objectif. Donc le gouvernement par la mission a une histoire. Aujourd'hui, en fait, les missions auxquelles nous sommes confrontés, bon, dans la lutte contre le changement climatique par exemple, elles sont complexes, donc, elles impliquent des dynamiques qui sont non linéaires et donc des phénomènes d'émergence. Elles sont marquées par une très forte incertitude et elles sont systémiques. Donc, quand on essaie d'affronter des questions, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur les questions d'évolution des systèmes agricoles et alimentaires, mais en fait, on est sur des choses qui sont multi-acteurs, interdisciplinaires, intersectorielles, et donc il faut prendre en compte ces effets systémiques. Le second aspect, c'est que, et on l'a évoqué, hein, la question du contrôle et de l'incertitude. Et donc, cette question du contrôle et de l'incertitude, ça fait longtemps qu'il y a des travaux en étude des sciences et des techniques, notamment l'héritage du domaine du dilemme de Coleridge, en fait, qui disait, en fait, on peut contrôler le devenir d'une nouvelle technologie quand elle est dans sa phase d'émergence, mais en fait, ce devenir est marqué par une incertitude. Donc, on a les moyens de contrôle sans avoir la connaissance pour réaliser ce contrôle. Inversement, quand les choses sont beaucoup plus claires, en fait, il y a déjà des éléments d'irréversibilité dans les trajectoires scientifiques et techniques qui font qu'on a la connaissance, mais finalement, on a très peu de contrôle. Bon, Coleridge prenait par exemple l'exemple du système automobile, mais on pourrait prendre toute une série d'exemples, et effectivement, il y a une espèce de loi, hein, le dilemme de Coleridge qui me semble important à mentionner. Et donc, du coup, à partir de l'énoncé de ce dilemme, en fait, on a tout un ensemble de travaux autour de la possibilité d'anticipation, donc tous les travaux sur l'évaluation technologique avec des créations institutionnelles comme les offices d'évaluation technologique dans la plupart des pays. L'idée qu'il faut que les parties prenantes, les publics affectés directement ou indirectement soient impliqués dans la discussion sur ces techniques. Et puis l'idée qu'on a des dispositifs, des processus qui sont des processus d'expérimentation collective, hein, une sorte de laboratorisation du monde. Donc ça implique des formes de responsabilité de la recherche et de la technologie qui sont particulières par rapport à ces enjeux. Donc il y a toute une littérature là-dessus, on pourra y revenir, mais je voulais juste le signaler. Alors Sonia a eu la gentillesse de mentionner mes travaux sur l'économie des promesses technoscientifiques, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. On a travaillé là-dessus avec mes collègues au niveau européen. En fait, c'est une observation empirique. Quand j'ai travaillé sur les biotechnologies, sur les nanotechnologies, sur la biologie de synthèse, sur différentes technologies émergentes. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une espèce de pattern, de modèle qui se reproduit dans la façon dont les promoteurs de ces technosciences émergentes conçoivent leurs relations avec les différents publics qu'il faut convaincre pour investir dans un domaine particulier. Donc la technique en question est considérée comme la solution, et c'est un point de passage obligé. Il y a une urgence à faire parce que sinon c'est la concurrence internationale. Voilà, il y a différents motifs de l'urgence.
il y a une question, en fait, faire une promesse, c'est pas évident. Enfin, voilà, donc, pour que la promesse ait des effets, les effets souhaités, donc il y a une question de crédibilité, de légitimité de la promesse. Et pour la crédibilité, en fait, il faut montrer que la technologie est révolutionnaire, mais qu'elle est réalisable. Et donc, elle est déjà là, mais pas encore. Voilà. Donc, il y a une espèce de positionnement qui est ambigu. Et donc, il faut vraiment que la promesse passe ces tests. Et aujourd'hui, ça a été un peu évoqué. En fait, les cycles de crédibilité sont des cycles de recherche de financement, et donc avec la financiarisation de la recherche et de l'innovation, avec notamment le venture capital et le fait qu'on a besoin effectivement dans tous les labos d'accéder à des capitaux ou des moyens de financement liés à la projectification. En fait, il y a un lien qui est très fort avec la finance. Et enfin, quand on est dans une optique de promesse technoscientifique, le public, c'est une masse de gens, en général, qu'il s'agit de convaincre. Ce ne sont pas des partenaires. Voilà. Alors, avec cette grille, je vais rapidement passer donc, à l'édition de Génome, qui est ce que j'ai annoncé dans mon titre. Donc, on en a déjà parlé, je pense que vous en avez parlé hier, donc je vais être rapide sur l'édition des génomes. Donc l'édition des génomes, c'est en fait, quand on parle d'édition des génomes, c'est plus particulièrement en général la technologie CRISPR-Cas9, sachant que des techniques d'édition des génomes, en fait, il y en a toute une famille très, très, très large. Hein. Donc, il y a les doigts de zinc, les méganucléases, voilà. Donc, des techniques qui permettent de faire des mutations qui sont dirigées. Donc, on sait précisément dans la séquence d'ADN où est-ce qu'on va, avec les ciseaux moléculaires, couper de façon à provoquer des changements dans cette séquence qui ne sont pas forcément liés en fait à l'addition de génomes extérieurs, mais qui peuvent être liés simplement à des changements de lettres, un peu comme vous pouvez faire avec votre traitement de texte. C'est pour ça qu'on parle d'édition des génomes. Donc, c'est des techniques qui sont déjà anciennes. La révolution CRISPR, en fait, est liée au fait qu'on a une technique qui permet de réduire les coûts, d'accélérer la mise au point, et donc si je puis dire, une démocratisation de ces techniques par rapport, quand on fait de la mutagénèse dirigée avec des méganucléases, en fait, il faut de nombreux mois, voire des années pour faire la mutation, alors que là, c'est réalisable vraiment très rapidement dès lors qu'on connaît la séquence sur laquelle on veut opérer. Bien, donc par rapport à ça, en fait, on le sait, hein, on a deux stars qui ont émergé au niveau international, donc Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Et j'ai mis quelques diapos pour montrer l'importance, effectivement, dans l'économie des promesses technoscientifiques, l'importance de la starification de la communauté académique. Alors, on pourrait discuter de cette question des star scientists. En tout cas, aux États-Unis, effectivement, il y a une propriété du système pour fabriquer des stars qui est beaucoup plus importante qu'en Europe et en particulier en France. Voilà, mais c'est peut-être une autre histoire, mais c'est quand même, je pense que faire le lien avec les fonctionnements de nos communautés de recherche, c'est quelque chose d'important. Donc, et en particulier, bon, quand on regarde le parcours de Jennifer Doudna, en fait, on ne peut qu'être saisi par le fait que très rapidement, il faut accumuler différentes espèces de capital de façon à être présent dans différentes arènes. Donc, Jennifer Doudna est une très
très grande scientifique, c'est clair. Elle a joué un rôle très très important dans la construction des communautés, et donc il n'y a pas du tout voilà, de critique de sa position. Mais ensuite, en fait, elle est aussi, voilà, c'est quelqu'un qui s'adresse à un large public, par exemple avec les conférences TED. Donc sa conférence TED a été vue des millions de fois. Évidemment, dans ce cas-là, il faut écrire des livres grand public sur les questions philosophiques, éthiques que posent ces techniques. Et puis on arrive assez naturellement, finalement, au prix Nobel. Entre-temps, on a déposé des brevets, on a créé des entreprises. Voilà. Donc, du coup, autour des promesses technoscientifiques, on voit le rôle assez fort, en fait, de ces star scientists. Alors, pourquoi c'est un problème des promesses technoscientifiques ? En fait, c'est parce qu'on voit, et ça a été évoqué dans plusieurs exposés, qu'il y a plusieurs effets pervers ou pathologies. Donc le premier, c'est le technosolutionnisme. Je pense dans l'exposé de cet après-midi sur l'utilisation des robots en santé humaine, on voyait bien effectivement la façon dont l'investissement sur les robots conduit à ne plus travailler sur l'inclusion, mais travailler plutôt sur, je pense que c'était l'intégration. Enfin voilà, donc, et on voit par exemple sur les questions de santé, comment les biothérapies conduisent à ne pas se poser bien souvent des questions en termes de, par exemple, de santé publique. Deuxièmement, en fait, avec les promesses, on a une instabilité qui a été formalisée avec cette idée de bulle technologique, donc du groupe de Gartner, c'est-à-dire on fait une promesse, on fait du battage autour de cette promesse qui attire l'attention des différents publics, l'attention aussi des financements publics ou des financements privés, et puis la mise au point elle est toujours plus longue que ce qui est promis, et donc il y a une déception, et donc du coup on peut avoir des instabilités qui ne sont pas du tout favorables à la production de la connaissance. Le modèle du déficit, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les promoteurs de ces promesses en fait, considèrent qu'ils ont la raison et qu'il faut convaincre les publics qui sont, et si les publics ne sont pas convaincus, par exemple les consommateurs, c'est que ils sont rationnels, et donc il faut leur expliquer, il faut leur apporter la connaissance. Et puis les promesses vont avec la polarisation. Moi j'ai été frappé sur les nanotechnologies, la biologie de synthèse, comment effectivement la promotion de ces et l'étiquetage en fait un peu artificiel, les nanotechnologies, en fait c'est mettre sous un même terme des choses qui sont extrêmement diverses pour avoir une promesse qui ait du sens du point de vue des politiques publiques qui soutiennent la recherche et l'innovation. L'effet boomerang, c'est que ça devient une cible très importante pour des groupes plus ou moins radicaux, et en fait, du coup, on se retrouve, enfin voilà, donc on pourrait en discuter, mais avec l'expérience des nanotechnologies, de la biologie de synthèse, on a de très beaux exemples. Donc autour de CRISPR-Cas9 en agriculture, on a de nombreux acteurs qui disent voilà, c'est la solution, c'est ce qui va permettre de produire plein de choses, donc des bénéfices, donc des plantes qui sont plus nutritives, qui vont des produits qui vont avoir une durée de vie plus longue sur les étagères, toutes les problèmes de maladies des plantes qui vont augmenter avec le changement climatique, on y fera mieux face. La question de la tolérance au stress hydrique, des meilleurs rendements, voilà. Donc du coup, c'est vraiment avec CRISPR-Cas9, on va arriver effectivement à régler tous les problèmes. Quand on regarde en fait les rapports, que ce soit le rapport du GIEC, le rapport de l'IPBES, le rapport du Haut Comité d'experts qui est au niveau de la FAO, ou ce que j'ai mis là, le rapport du HIT Lancet, qui est un groupe qui s'est formé d'experts internationaux, qui s'est formé au niveau donc autour de la revue de Lancet. En fait, pour le dire très vite,
cela exprime un consensus d'experts qui consiste à dire, en fait, la solution, quand on regarde le problème au niveau planétaire, la solution au problème, elle n'est pas dans une technique, elle est dans un changement des systèmes, et notamment, la possibilité très importante, en fait, c'est de réduire la consommation de viande et d'avoir une substitution des protéines végétales aux protéines animales. Donc je fais très vite, en tout cas il y a un certain consensus là-dessus. Donc du coup, quand on regarde les problèmes avec dans cette perspective, en fait la question, c'est pas vous voyez, l'offre technologique qu'on va avoir avec CRISPR-Cas9, mais ça va être comment CRISPR-Cas9 va permettre de contribuer à ces transformations qui sont des transformations d'ordre systémique. Donc par rapport à ça, en fait, et je ne vais pas développer là, mais l'argument que je développe et que je développe en tant que chercheur, mais également dans mes fonctions de responsable d'une structure de recherche, c'est de dire, en fait, il faut vraiment qu'on travaille sur la culture de l'impact. Et alors, j'ai plaisir à dire ça ici, parce qu'effectivement, dans cet institut, dans cette académie, on considère souvent que la culture de l'impact s'oppose à l'excellence. Voilà, je m'inscris en faux, donc on peut très bien on peut très bien avoir une culture de l'impact tout en visant l'excellence de la recherche. Pasteur et bien d'autres nous ont montré la voie, et donc simplement il ne faut pas effectivement avoir une culture de l'impact à la petite semaine, et donc il faut vraiment avoir une vraie culture de l'impact. Donc il y a toute une série de travaux aujourd'hui qui prennent cette question au sérieux, et je ne vais pas détailler, mais en tout cas c'est voilà. Donc je fais un peu de teasing et je passe à ma question à ma seconde partie sur la question en fait de l'économie politique de la recherche et de l'innovation, juste pour que vous partiez avec ce message. Peut-être vous allez avoir cœur d'entrer en discussion avec moi là-dessus, c'est que la matérialisation effectivement d'un potentiel est très très liée à ces questions d'économie politique de l'innovation. Et pour ça, en fait, je m'appuie en grande partie sur des travaux sur regarder l'histoire, y compris l'histoire récente, est quelque chose qui est assez important. Et donc, je m'appuie sur des travaux qui ont été réalisés notamment sur les OGM, et ce qui est assez pertinent par rapport à la question de l'édition des génomes, parce qu'on peut se dire qu'il va y avoir un rapport dans la façon dont l'édition des génomes sera utilisée par rapport à l'utilisation des OGM, comme le disait Virginie, de première génération. Donc, si on regarde, et je le fais vraiment au pas de course, la trajectoire européenne, en fait, la dynamique a conduit à un moratoire de fait. Donc, à part en Espagne et peut-être dans quelques autres pays, mais c'est vraiment très marginal, il n'y a pas d'utilisation d'OGM en culture en Europe. On utilise des OGM qu'on importe des États-Unis, d'Amérique du Sud pour nourrir notre bétail, mais on n'en cultive pas. Et ça, c'est lié à ce qu'on a eu. Et donc, on a fait des analyses à partir de ce cadre de l'économie des promesses. Et donc, en quelques mots, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a eu une escalade de la promesse, donc pour imposer les OGM comme un point de passage obligé, quelque chose qui était vraiment absolument nécessaire, sans alternative, une très forte coalition donc adverse et c'est pas simplement José Bové, en fait il y a beaucoup d'acteurs effectivement se sont mobilisés autour de cela, et une partie de la communauté scientifique. Donc c'était pas la science contre la société, en fait il y a eu une coalition extrêmement variée, une contestation de la légitimité du projet lié au projet d'agriculture, à la question de la mondialisation de l'agriculture, etc.
Et donc, les promoteurs, en fait, qui avaient le contrôle de cette question dans les années 80, en fait, ont perdu le contrôle. Et donc, les cycles de crédibilité ont été rompus. Et l'exigence qui a été mise sur les tests que devaient passer les OGM est montée tellement que les OGM sont devenus une solution impossible. Enfin, voilà, donc je pense qu'il est important de se souvenir effectivement de cela. Alors, évidemment, l'Europe n'est pas le monde, et donc il y a eu une évolution des OGM un peu différente dans d'autres pays, notamment aux États-Unis et en Amérique. Et globalement, en fait, avec les OGM, on a eu un phénomène de consolidation industrielle qui est absolument saisissant. Donc, ces arbres presque phylogéniques sont issus d'un rapport récent de l'OCDE où on voit effectivement, voilà, donc il y a eu des fusions sur les fusions, hein, donc il y a vraiment et donc une réduction de la diversité des entreprises qui fait aujourd'hui qu'on a les 2 leaders qui font 25% et les 4 premiers qui font, alors c'est pas les 2, c'est les 4 premiers qui font 40% du marché mondial, donc c'est assez considérable. Et aujourd'hui, on a une discussion vraiment, y compris au ministère de l'agriculture américain, alors sous l'administration Biden, qui est une administration particulière, sur effectivement les dangers d'une consolidation industrielle très forte. Donc, du coup, il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui des limites de cette trajectoire, hein, qui sont liées en Europe à un phénomène de blocage, aux États-Unis à un phénomène de concentration, au fait que par rapport à une promesse où les OGM aurait pu en fait révolutionner l'agriculture et tout changer. En fait, aujourd'hui, les utilisations, c'est sur simplement 3 espèces et 3 caractères, principalement à 90%. Donc du coup, la promesse n'est pas du tout réalisée. Et mon argument consiste à dire, en fait, si cette promesse ne s'est pas réalisée, c'est aussi parce que dans son mode de développement, en fait, il y a eu un énorme problème. Voilà, donc, et par rapport à cela, la question de la propriété intellectuelle est une question centrale. Et voilà, c'est... comment dire, il ne faut jamais avoir raison trop tôt, mais je dirais qu'un certain nombre de chercheurs dont je suis avaient alerté sur cette question de la propriété intellectuelle dans ce domaine dès les années 90. Hein. Donc c'est les travaux que nous avons fait avec Marie-Angèle Hermite. Donc il y a toute une question effectivement qui se pose sur la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, cette question, en fait, elle est complètement centrale. Hein. Donc il y a des discussions au Parlement européen sur cette question. Il y a une position qui a été... Donc on est sur une discussion sur la réglementation de ces nouvelles techniques pour leur usage sur les plantes. La Commission avait oublié complètement, enfin en tout cas avait dit on va parler de la réglementation des risques et puis on parlera plus tard des brevets. Il y a eu une très forte coalition au Parlement pour dire non, il faut parler des brevets parce que la trajectoire d'utilisation, elle va être liée à cette question. Le processus n'a pas abouti, il y a un changement de Parlement, il y a un changement de beaucoup de choses, mais en tout cas, il y avait une forte position, une forte coalition pour dire, en fait, il faut interdire la propriété, les brevets sur l'édition des génomes appliqués aux plantes. Je pense que ce sont des enjeux importants, et donc je m'arrêterai là parce que le temps est écoulé, mais c'est juste pour... évidemment, on pourrait entrer dans les détails et je pense que je voudrais sortir de l'étude de cas, mais juste pour montrer indiquer que cette question de l'économie politique de l'innovation, de la recherche et de l'innovation, elle est absolument essentielle pour comprendre la façon dont ce dont on discute va se matérialiser. Et à mon avis, elle n'est pas assez travaillée. Et je pense, voilà, c'est un appel pour qu'on fasse plus de travail sur ces questions.
C'est souvent de l'économie politique grand-papa, hein. C'est pas très compliqué, hein. C'est repérer où sont les rapports de force, quel est l'intérêt des acteurs, etc. Par rapport aux sciences sociales qui sont beaucoup plus sophistiquées, ça peut paraître un peu évident. Les militants, en fait, les groupes militants font ce travail et ils le font pas mal. Donc il faut se réveiller en tant que chercheur parce que je pense que c'est un enjeu considérable. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Non, j'ai été frappé ce que vous avez dit pendant tous les exposés, mais particulièrement à la fin, sur les aspects économiques, qui sont les aspects juridiques en même temps. Un phénomène de concentration extraordinaire, et au profit des États-Unis. Comment lutter contre cette concentration? C'est un problème de rapport de force, mais qui traverse l'Atlantique. Là, alors, problème de propriété intellectuelle, il y a une contradiction. Parce que d'un côté, les entreprises qui ont fait des recherches et qui ont investi, ont abouti à des trouvailles dont il n'est pas illégitime qu'elles tirent un profit. Elles ont un investissement qui a coûté cher, il est normal, qui est un retour sur investissement. Et si on supprime les brevets, n'y a-t-il pas un risque de décourager l'investissement et que les entreprises qui n'ont plus intérêt à trouver des brevets dont le produit leur profitera, elles ne feront plus de recherche. Ça, c'est un gros problème. Le problème, il faut que le brevet profite à tous, mais il faut que les inventeurs du brevet puissent profiter des résultats et donc soient incités à développer la recherche. Alors, je pense à une solution qui était très particulière. Des brevets, c'est purement français, dans le domaine de la défense nationale, en vertu d'une législation d'avant-guerre, qui se prolonge aujourd'hui, mais je n'en ai pas vu d'application. Il y a une possibilité d'expropriation des brevets qui sont utiles pour la défense nationale. Alors, c'est un exemple, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de réfléchir à une transposition de ce genre de solutions pour ces brevets qui sont importants, non pas pour la défense nationale, mais pour la nourriture de la population mondiale. Alors, il y a une question. Alors là, j'ai bondi intérieurement quand vous avez parlé de la culture de l'impact. Alors, l'impact est un mot qu'on emploie maintenant tout le temps, partout. On me dit, mais qu'est-ce que c'est que la culture de l'impact? Alors, j'ai compris par vos explications qu'il faut que les scientifiques aient une notion, une appréciation des effets que leurs recherches peuvent avoir sur les opinions. C'est ça, il me semble, si j'ai bien compris, la culture de l'impact, une réflexion sur les réactions. Bon, est-ce que c'est bien ce que vous vouliez dire? Mais je dois dire que j'ai un peu sauté intérieurement quand j'ai entendu cette formule. Impact, vous le trouvez maintenant partout. On ne sait plus quoi dire, alors qu'il y a des mots, des expressions qui peuvent pouvoir signifier plus précisément ce que l'on veut dire. Ok, alors merci, ça fait 3 questions. Alors je vais essayer d'être rapide parce que sinon, voilà. Donc je vais commencer par la question de la propriété intellectuelle et je vais essayer de faire très vite. En fait, le problème, et je pense que c'est un problème assez général, c'est quand l'innovation elle est cumulative et combinatoire. C'est-à-dire que le système de propriété intellectuelle des brevets, il a été conçu, en fait, ça remonte à Venise, etc., le British Patent Act, mais il a été conçu par rapport à des systèmes plutôt mécaniques, ensuite la chimie, quand effectivement on avait une innovation, on l'exploitait, puis il y avait une autre innovation. Aujourd'hui, que vous preniez toutes les sciences du vivant ou le logiciel, le numérique, etc., en fait, on recombine tout le temps. Quand on fait des logiciels, on reprend un bout. Voilà. Et le vivant, c'est la même chose. Donc, du coup, il faut penser
le rôle de la du droit de propriété dans l'incitation, mais également dans l'accès, de façon à ce qu'on puisse tout le temps faire cette recombinaison. Parce que si on ne fait plus de recombinaison, en fait, on va épuiser l'innovation. Je fais très vite. Hein. Et donc, du coup, on a des systèmes. Alors, je reviendrai sur l'armée, mais il y a des systèmes qui ont été conçus par rapport à ça. En fait, c'est le certificat d'obtention végétale, parce que les chercheurs et les entreprises qui travaillent dans le domaine des semences savent qu'on produit une nouvelle variété. Le progrès génétique, qui a été vraiment un moteur de notre évolution, il est lié au fait que vous créez une nouvelle variété, vous avez un droit. Moi, je peux prendre cette variété et créer une variété nouvelle, pas la même, pas la copier, mais je n'aurai pas à vous demander l'autorisation. Donc, je suis libre de cette exploitation. Donc, c'est un système qui associe effectivement l'incitation. Donc, vous vendez votre variété, vous avez un avantage temporaire, etc. Et l'accès, moi, je peux accéder et recombiner avec autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment réfléchir à ce type de droit de la propriété. Je pense que c'est valable pour ce qu'on discute là, mais je pense que ça a une valeur plus générale. Donc, c'est ça vraiment qu'on discute avec les parlementaires au niveau européen et à différents niveaux pour essayer de voir comment, effectivement, on peut penser un système vraiment adapté à ces propriétés, effectivement, de recombinaison. Voilà, je fais très vite. Ensuite, ce qu'on a proposé, et ça a été retenu par le Parlement, ça s'approche de ce que vous disiez, c'est le système de licence obligatoire. En fait, on a dans le droit un système de licence obligatoire, mais en fait, elles sont sous condition d'un progrès technique considérable, d'avantages économiques, etc. Donc, en fait, les conditions sont très limitatives. Donc, il faut vraiment revoir ces conditions, et on peut avoir effectivement une fluidité, effectivement, ces possibilités de combinaison avec des brevets, mais avec ce système de licence. Donc, voilà. Mais c'est vraiment un point essentiel, parce qu'aujourd'hui, je suis passé rapidement là-dessus, mais les méthodes d'édition des génomes sur les plantes, il y a 17 000 brevets. C'est-à-dire, le brevet, vous voyez, c'est pas juste j'ai un brevet, je l'exploite. En fait, c'est des champs de mines. C'est des buissons, et donc le problème, c'est la façon dont vous allez mettre un champ de mine. Voilà, le champ de mine, après, les acteurs n'y vont pas, quoi. Hein. Donc vous protégez des domaines d'innovation par une stratégie, effectivement, de brevet qui fait que les acteurs n'ont plus l'information qui leur permet d'avoir la liberté d'exploiter. Enfin, c'est vraiment ça le problème. Et 2 entreprises maîtrisent 71% de ces brevets. Donc aujourd'hui, même pour la recherche publique dans ce domaine, c'est très très difficile d'opérer sans avoir les licences de Corteva pour les nommer. Donc il y a vraiment un souci très important. Alors ensuite, oui, il y a un problème de souveraineté derrière. Très clairement, et donc ça dépasse le cadre de cet exposé, sachant que le premier producteur de connaissances dans de nombreux domaines, dont celui-ci, c'est la Chine aujourd'hui. Hein. C'est plus donc du coup, et les Chinois ont racheté un des 4 premiers est chinois aujourd'hui. Donc du coup, il faut raisonner ça à une échelle qui n'est pas celle des rapports entre l'Europe et les États-Unis. Il faut vraiment intégrer la Chine, l'Inde, et je pense que ça ouvre un peu le jeu, effectivement, par rapport effectivement à des rapports transatlantiques qui sont un peu bloqués sur ces questions. Alors, très rapidement sur l'impact, c'est vrai que c'est une notion qui est piège. Hein. C'est pas simplement une question de ce qui se passe dans les têtes. Hein. Moi, je travaille beaucoup sur la génétique animale, la génétique végétale, les biotechnologies, etc. Donc, c'est l'agronomie, c'est comment effectivement les recherches qu'on fait vont avoir des effets de transformation pour de vrai. Alors, il y a effectivement les imaginaires, hein, donc c'est une partie importante, mais il y a aussi toutes les changements techniques. Et donc, l'idée, c'est que, évidemment, il faut la connaissance pour la connaissance, c'est quelque chose qui est essentiel. Il n'est pas question de le remettre. Moi, j'ai été dans des panels ERC, et mais quand et je travaille dans un organisme de recherche finalisé,
où on doit associer l'excellence et l'impact. Et quand on dit on veut avoir un impact sur et travailler sur voilà, l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, c'est un sujet. C'est un sujet pour tout le monde. Donc il faut vraiment qu'on ait des façons d'associer la meilleure recherche avec ces visées transformatrices. Et c'est vrai que impact, on pense tout de suite au court terme, aux indicateurs, etc. Enfin, moi j'ai fait beaucoup d'analyses d'impact rétrospectives, et en gros, et ça rend très modeste, le délai entre la recherche et l'impact, c'est une vingtaine d'années. Okay, donc, du coup, quand on promet d'avoir des impacts à court terme, c'est un peu problématique. Mais voilà, je ne peux pas aller plus loin, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment revoir un peu notre conception de l'impact, et je suis content de votre réaction. Moi, j'avais une question aussi. Donc, en fait, justement, donc vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a très peu de leaders là, de production de plantes transgéniques. Et que c'est en conséquence de ça qu'on fait surtout des OGM sur le maïs, le soja et le coton. Mais je ne vois pas pourquoi les leaders ne feraient pas aussi d'autres plantes. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ça limite les plantes utilisées. Parce qu'en fait, c'est une question vraiment de rentabilité. Hein. Donc, du coup, la rentabilité, il y a deux termes dans l'équation. Il y a la taille des marchés. Donc, alors Monsanto, pour les citer, donc ils ont inventé le Roundup Ready, qui est utilisé aujourd'hui dans le monde sur 80 millions d'hectares, c'est-à-dire 3 fois la surface agricole de la France. Et donc quand vous avez, c'est comme les logiciels de Bill Gates. Quand vous avez effectivement, c'est vraiment la propriété là de l'information comme bien qui se réplique sans coût pratiquement. Donc du coup, effectivement, vous avez, donc c'est un peu comme en pharmacie, on cherche plutôt les blockbusters que les orphelins. Donc du coup, il y a une priorisation effectivement des recherches là-dessus. Il y a le fait que on a un phénomène qui est vraiment important, qui est un phénomène de rendement croissant d'adoption, c'est-à-dire le fait que vous avez avantage plutôt à investir dans les domaines où vous avez déjà investi, donc, alors qu'on pensait à l'économie de la recherche qu'il y avait des rendements décroissants, donc comme dans beaucoup de domaines, quand vous faites d'abord le plus facile et puis ensuite c'est plus difficile, donc les coûts unitaires augmentent. En fait, non. Pourquoi la plupart des entreprises s'intéressent au maïs? C'est parce que quand vous êtes sur le maïs, vous connaissez toutes les séquences génétiques, vous avez toute la diversité génétique, vous maîtrisez les cultures in vitro, etc. Et donc vous avez une maîtrise de l'ensemble des techniques. Si vous travaillez sur le pois protéagineux, ça va être sur le tournesol, on ne sait pas encore faire de la régénération. Donc du coup, quand vous travaillez sur des espèces marginales, il y a un coût extrêmement important, alors que tout est accessible sur les espèces sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Donc il y a vraiment naturellement une concentration des efforts sur les espèces principales, et de la recherche publique, les incitations devraient effectivement être dirigées pour contrecarrer cela. Mais même la politique d'INRAE de ces 20 dernières années, bien que recherche publique, ça a été de dire ah non, on a trop d'espèces. Alors je crache pas dans la soupe, mais c'est juste pour dire que même avec un esprit recherche publique, non, il faut concentrer sur sur quoi on est les meilleurs et sur quoi on va pouvoir avancer très vite. Et donc, cette idée, effectivement, que la biodiversité cultivée est un bien commun et qu'il faut l'entretenir, en fait, c'est une idée, quoi. Merci beaucoup pour vos deux exposés passionnants. Donc, en vous entendant, Virginie, mais je pense que ça s'applique également aux technologies que vous avez évoquées après. Je pensais à la dimension de très long terme, en termes de plusieurs générations, dans plusieurs générations futures. Donc, imaginons le forçage génétique, ça marche très bien, ça ne bouleverse pas tout l'écosystème. Mais en fait, on ne sait pas ce que ça donne dans plusieurs générations, avec des vraisemblables mutations, etc. Donc là, on a en fait des intérêts éthiques qui apparaissent des générations futures. Est-ce qu'ils sont pris en compte dans les discussions qui existent aujourd'hui ou pas du tout, parce qu'ils sont très difficiles à mettre dans la balance face aux intérêts immédiats
là je pense pas aux intérêts économiques, mais bien aux intérêts éthiques des gens qui essaient d'échapper au paludisme. Oui, donc pour le forçage génétique, donc moi j'ai surtout parlé des applications sur l'éradication du paludisme ou l'éradication de cette espèce nuisible Drosophila suzuki, mais il y a aussi pas mal de brevets qui ont été déposés pour utiliser le forçage génétique en agriculture. Et donc là, le but, c'est d'éradiquer les espèces nuisibles aux cultures. Et là, on peut aussi imaginer voilà, que un jour, on va peut-être utiliser le forçage génétique pour le paludisme, ça va bien marcher. Et du coup, ça va inciter des grands, je sais pas, fournisseurs à développer cette technique pour éradiquer certaines espèces de nuisibles, mais après avec des répercussions négatives peut-être qu'on n'aurait pas imaginées. Et ce qui ressort des discussions, c'est que chaque cas de forçage génétique sera étudié individuellement. Et c'est pas parce qu'on l'a utilisé pour un cas qu'on l'utilisera pour d'autres cas. Donc tout le monde s'est un peu mis d'accord là-dessus, que c'est vraiment des autorisations qui seront données au cas par cas. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Et après, oui, sur les impacts à long terme, donc ce qui est discuté surtout, c'est les impacts sur les écosystèmes, pas forcément sur les populations humaines dans les futures générations. Et voilà, donc on a cette idée qu'il y a vraiment des temps différents. Au niveau de l'agriculture, on peut avoir un effet important à l'échelle de 1 an ou 2 ans sur les populations nuisibles, donc c'est efficace. Mais par contre, l'effet sur les écosystèmes, ça peut être au bout de 10 ans ou 20 ans. Donc ça va nécessiter des études à long terme pour voir les impacts à long terme. J'ai une question très naïve. Je me souviens qu'au moment du célèbre moratoire d'Asilomar, sur lequel Soraya sait beaucoup plus de choses que moi, un argument était qu'on ne pouvait pas lâcher ce DNA recombiné, comme on disait à l'époque, dans la nature tant qu'on ne savait pas ce qui risquait de se passer. Et donc, il fallait attendre de mieux comprendre. Manifestement, on s'est remis de ces frayeurs et on les a lâchés. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de différent maintenant avec ce forçage génétique? Est-ce que là aussi, on ne va pas se remettre de ces frayeurs? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va se remettre de ces frayeurs? Et on va dire, allons-y. Donc ça, c'est une question pour Virginie. Et pour Pierre-Benoît, la conférence introductive de ce colloque a été donc par Philippe Aghion, qui a beaucoup insisté sur le frein à l'innovation que représente l'existence d'énormes entreprises qui bloquent absolument tout, qui rachètent les startups, etc. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu la même chose avec ce dont vous parliez? Donc sur la première question, oui, c'est vrai que chaque nouvelle biotechnologie vient avec ses incertitudes. Et donc au début, il y a énormément d'incertitudes. Donc voilà, on va avoir le principe de précaution qui va être très important et on ne va pas utiliser cette technique. Et plus on la connaît, plus les incertitudes se réduisent. Donc c'est peut-être naturel qu'à un moment donné, elle soit utilisée, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, pour le forçage génétique, on voit ça aussi. À force de l'étudier, voilà, on comprend un petit peu mieux quels peuvent être les impacts. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que les OGM de première génération, finalement, eux, ils n'arrivaient pas à se transmettre parce qu'ils avaient une chance sur 2 de se transmettre à la génération d'après. Et souvent, quand on intègre un gène exogène dans des individus, ils sont un peu moins bien que ceux qui ne l'avaient pas. Donc ça avait peu de chances d'avoir des effets. Alors que là, on a quand même un fragment d'ADN qui se réplique, même si parfois il peut conférer un désavantage. Par exemple, il rend les individus stériles. Donc on a quand même un risque qui est plus important. Donc la question, oui, se pose encore plus, je dirais, mais je n'ai pas vraiment de réponse. Hein, oui. Oui, moi j'ai pas pu être là hier, mais je suis complètement d'accord avec cela et je pense que c'est très pertinent dans ce domaine. Et en fait, on sait en pharmacie, dans nos domaines de biotech végétale, etc.,
une start-up, en fait, son rêve, c'est de se faire racheter, en fait. Donc, elle peut faire une partie de la course, mais le marathon, elle ne le fera pas parce que ensuite il y a des besoins de capitaux qui sont très importants. Et donc, dès lors que les preuves de concept sont faites et qu'on a la crédibilité, en fait, le destin. Donc, du coup, la question qui se pose quand on essaie de voir quelles sont les transitions qu'il faut opérer. Bon, le véhicule électrique, ce qui se passe est vraiment très intéressant, mais si je prends la question de sans pesticides, c'est vrai que on a de très grosses entreprises, de très grandes entreprises qui jouent un rôle très important, qui ont une capacité d'innovation, etc., pour faire des pesticides, qui se mettent sur le biocontrôle, donc en essayant effectivement de maîtriser de nouvelles techniques sans changer effectivement le système. Et pour la recherche, quand on essaie effectivement d'aller vers l'agroécologie, donc vers moins de pesticides, la question de savoir qu'est-ce qui verrouille et comment faire avec ces points de verrou, et donc les acteurs dominants du système, c'est une question qui se pose, parce qu'aujourd'hui, effectivement, même si on peut penser biocontrôle, lutte intégrée, enfin là je parle de choses très concrètes, mais on peut généraliser à partir de cela, eh bien en fait, ça va être très difficile, effectivement, d'aller sur un modèle qui sera très différent et où, en fait, c'est plutôt des connaissances qui seront en général publiques, des effets de système, etc. Et donc, le modèle d'entreprise ne pourra pas du tout être reconverti là-dedans, même avec une économie de la fonctionnalité. Donc, on comprend que ces acteurs, ils vont faire ce qu'il faut pour maintenir leur position. Et aujourd'hui, enfin, moi, il se trouve, je suis très impliqué, effectivement, dans ces questions, y compris parce que je préside un comité des enjeux sociétaux de la filière semence en France, et donc je travaille beaucoup avec eux, et on a fait un avis sur la propriété intellectuelle où on développait de façon un peu plus construite ce que j'ai répondu rapidement, mais on a vu très clairement effectivement des SCUD d'où ils venaient. Ils venaient effectivement de ces 4 grandes entreprises qui voilà, donc très clairement il y a aujourd'hui des rapports de force qui se nouent avec tout ce qu'il faut, et donc du coup je considère que c'est des éléments qui sont importants, et donc évidemment ces entreprises, elles font bien leur boulot, elles ont une capacité d'innovation qui est une capacité de recherche très forte, etc., mais est-ce que en trajectoire elles pourront nous accompagner vers là où il faut aller? C'est une question qui se pose. Et donc mon point par rapport à Philippe Aghion, c'est que Philippe Aghion, il est surtout sur en fait le rythme de l'innovation. Il est vraiment dans cette économie néo-schumpeterienne où c'est le rythme de l'innovation qui compte avec la destruction créatrice. Je pense qu'il faut regarder l'innovation aussi autrement, et aujourd'hui c'est vraiment la question de la directionnalité qu'il faut penser, et donc ça nécessite de penser les politiques d'innovation tout à fait autrement. Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais une question en fait sur cette temporalité qui est souvent présentée par le biais des travaux de Colin Ridge. Et finalement, avec vos expériences sur les biotechnologies, sur les nanotechnologies, ça a été évoqué. Vous avez évoqué le nucléaire tous les deux. On a évoqué aussi beaucoup durant ces deux journées le numérique. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a ce moment finalement où on peut se saisir d'une question ou d'une technologie ou d'un risque? Moi personnellement, j'ai plutôt l'impression de choses assez diverses. Sur le nucléaire, finalement, c'est arrivé massivement, et puis on a actuellement quand même un recul dans certains États, en tout cas, du nucléaire civil. Donc de ce point de vue, on a envie de dire finalement il était encore possible d'en discuter, même une fois là. Avec les biotechnologies, ça fait longtemps qu'on en discute, et en fait il y a eu, ça a été évoqué, des évolutions très différentes au niveau de l'acceptation, puisque finalement le moratoire d'Asilomar a été un bref moment, mais le moratoire factuel en Europe, lui, continue à s'exercer, alors que ce n'est pas du tout la situation aux États-Unis. Je parle des cultures et pas de la recherche, justement. Du coup, c'est moratoire en recherche qui a été assez peu suivi, pas du tout même. Alors que dans les applications en agriculture, voilà. Est-ce que finalement, Colin Ridge avait raison?
Je pense qu'il avait partiellement raison. En tout cas, enfin voilà. Merci pour la question, mais elle est pas du tout facile. Donc, je pense qu'on peut partir avec la question pratiquement. Mais enfin, on a ces 40 dernières années, je pense, beaucoup de choses effectivement qui nourrissent la réflexion. Et donc, Colin Rich, effectivement, de tête, son livre, c'est 81 ou quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment revoir complètement Colin Rich. La question, c'est vraiment de savoir par rapport à cela quelles sont les conditions de véritables expérimentations collectives politiques. Et ça pose la question de la réversibilité. Donc c'est absolument évident. Donc ça, il l'avait bien vu, sachant que, évidemment, on ne peut pas tout prévoir. Donc on ne peut pas tout contrôler. Ça a été discuté. Donc la question, c'est de savoir quand on a des éléments qui sont assez clairs pour dire il y a vraiment des risques liés à cette trajectoire technologique. Moi, l'expérience que j'ai faite, c'est que, en fait, c'est ce que je racontais rapidement, c'est que c'est pas simplement... Parfois, on a la connaissance, mais on n'a pas... les rapports de pouvoir sont tels que cette connaissance, elle est pas utilisable. Donc, du coup, ce qu'oubliait un peu Colin Rich, c'est ça, c'est quand même... il était très technocentré. Et en fait, on est quand même dans des systèmes où on peut prévoir des choses qui sont liées, en fait, pas simplement à la technologie elle-même, mais qui sont liées, en fait, au monde dans lequel cette technologie est structurée. Et je pense que Colin Rich, il est passé à côté de cela. Et ces 40 dernières années nous ont appris beaucoup par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut revoir, effectivement, son dilemme aujourd'hui. Ouais, donc moi je dirais que c'est toujours important d'essayer de comparer les technologies, essayer de voir quels sont les points communs, mais chaque technologie a ses spécificités et comme vous l'avez dit, le monde d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Tout va beaucoup plus vite, l'information va beaucoup plus vite, on peut mobiliser les gens beaucoup plus vite, donc rien n'est acquis en fait. Je veux dire, faut pas se dire que oui, il y a un cycle et là on est en train de retomber, là, après ça va remonter. Tout est possible en fait, je pense. Vu que voilà, l'information circule beaucoup plus vite, on peut mobiliser des personnes différentes. Il y a beaucoup plus d'interdisciplinarité, donc voilà. Bon. Bien, merci beaucoup, merci à nos deux intervenants, merci pour vos questions et c'est le petit moment de la pause, très petit, avant la conclusion. Merci.